Des larmes montèrent aux yeux de Yuzu lorsqu'elle le remercia, et tant que c'était pour elle, il ferait absolument tout. Il lui demanda simplement de l'appeler par son prénom, sans aucune marque de politesse. Sa fiancée était la seule autorisée à l'appeler ainsi. Reiya la serra tendrement dans ses bras, se demandant pourquoi il ne l'avait pas retrouvée plus tôt. Rejeté par sa propre famille, Yuzu avait souffert pendant tout ce temps, mais c'était aussi ce qui l'avait rendue si vulnérable. Il lui promit de la sortir de cette maison. S'il la couvrait d'affection et lui faisait sentir qu'elle était aimée, elle ne pourrait plus vivre sans lui. Il lui expliqua qu'il avait enquêté sur son passé. Puisque vivre avec ses parents ne lui apportait que de la souffrance, il proposa que ses grands-parents l'adoptent. Ils avaient déjà accepté cette idée. Après avoir appris tout ce qu'elle avait enduré, ses grands-parents étaient entrés dans une grande colère et avaient accepté de l'éloigner de ses parents. Mais Yuzu ne voulait pas être un fardeau pour eux. Reiya lui expliqua que ses grands-parents ne feraient que l'adopter officiellement, tandis qu'elle vivrait avec lui. Naturellement, il prendrait en charge toutes ses dépenses. Yuzu était sa fiancée. Comment pourrait-il accepter de la voir souffrir? Elle n'avait qu'à accepter son aide. Tout cela était arrivé si soudainement. Elle se demanda si elle pouvait vraiment compter autant sur lui. Elle appréciait sa proposition, mais ne pouvait pas prendre une décision immédiatement. Reiya comprit et lui dit de prendre tout le temps dont elle avait besoin pour y réfléchir. Allongée sur son lit, Yuzu reçut un message de Kari lui disant qu'elle allait lui rapporter ses affaires. Yuzu occupa ses petites assistantes avec une émission sur sa tablette, puis s'éclipsa discrètement. En retrouvant sa sœur sur un pont, Kari lui fit clairement comprendre qu'elle ne lui pardonnerait jamais de l'avoir frappée. Elle ajouta que personne ne se souciait du fait qu'elle avait quitté la maison et affirma qu'elle n'y avait désormais plus sa place. Au lieu de lui rendre ses affaires, Kari les jeta dans la rivière en contrebas en disant d'un ton moqueur « Oh, ma main a glissé !» Puis elle éclata d'un rire sinistre avant de s'en aller. Sur le chemin du retour, Kari se demanda où Yuzu avait trouvé les nouveaux vêtements qu'elle portait. Même Yota avait remarqué que quelque chose avait changé chez elle. En récupérant ses affaires au bord de la rivière, Yuzu se mit à pleurer. Elle pensait que les paroles de sa sœur étaient vraies. Pourtant, au fond d'elle, elle continuait d'espérer, même si elle était persuadée que personne ne l'aimait. De retour chez Reiya, elle expliqua qu'elle était rentrée chez elle pour récupérer ses affaires. Elle eut du mal à parler à travers ses larmes et s'excusa. Mais Reiya se contenta de la serrer doucement dans ses bras en lui demandant ce qui n'allait pas, remarquant qu'elle était glacée. Elle le trouva si chaleureux et se demanda si elle avait vraiment le droit de rester auprès de lui. Lorsque la pluie de météores commença, tout le monde leva les yeux vers le ciel. Reirin ferma lentement les yeux et formula silencieusement un vœu. Mais pendant que toute l'attention était tournée vers le ciel, Keigetsu s'approcha discrètement derrière elle. Puis elle poussa Reirin du haut du pavillon. Au même instant, les lanternes voisines s'embrasèrent soudainement. D'épais nuages recouvrirent le ciel, transformant la magnifique pluie de météores en un spectacle qui ressemblait à un terrible présage. Et Keigetsu s'effondra brusquement. Lorsque Reirin rouvrit les yeux, elle ne se trouvait pas blessée au pied du pavillon. Elle était enfermée dans une cellule de prison. Tosezu s'approcha des barreaux et promit d'une voix glaciale que Keigetsu paierait de sa vie pour avoir fait du mal à Reirin. Déconcertée, Reirin baissa les yeux vers une flaque d'eau au sol et resta figée. Le visage qu'elle vit se refléter dans l'eau n'était pas le sien. D'une manière inexplicable, lorsque Keigetsu l'avait poussée du pavillon, leurs corps avaient été échangés. Reirin tenta immédiatement d'expliquer la vérité. Mais au moment où elle essaya de dire qu'elle était en réalité Ko-Reirin, une force inconnue s'empara de sa voix et l'empêcha de prononcer ces mots. Désespérée de prouver son identité autrement, elle révéla des détails personnels que seule Reirin était censée connaître. Elle parla de l'amour de Tosezu pour les sucreries, en particulier les gâteaux de lune fourrés aux haricots d'Espagne rouge. Son poisson préféré était le chinchard. Elle avait également un petit frère du même âge que Reirin. Mais rien de tout cela ne parvint à la convaincre. Tosezu ordonna à celle qu'elle croyait être Keigetsu de se taire, la traitant de méchante au cœur profondément corrompu. Elle expliqua qu'elle savait déjà que le journal intime de Reirin avait été volé quelques jours plus tôt. Keigetsu avait donc très bien pu apprendre tous ces détails en le lisant. Il n'y avait qu'un seul problème. Reirin n'avait jamais tenu de journal intime.
Selon Tosetsu, le corps de Reirin avait été retrouvé couvert de contusions et souffrant d'une terrible fièvre. Prisonnière de cauchemars, elle avait avoué que son journal intime lui avait récemment été dérobé. Elle craignait que les informations qu'il contenait puissent être utilisées contre elle, même si cette possibilité lui semblait peu probable à l'époque. À présent, Tosetsu était convaincue que cette crainte était devenue réalité. Folle de rage, elle accusa Keigetsu d'avoir volé les souvenirs de Reirin et d'imiter sa façon d'être. Aux yeux de Tosetsu, la véritable Reirin était belle, intelligente, bienveillante et aussi pure qu'une jeune fille céleste descendue des cieux. En s'entendant être couverte d'éloges avec autant de passion, Reirin ne put s'empêcher de se sentir légèrement embarrassée. Mais Tosetsu ne voyait que le visage rougissant de Keigetsu, ce qui lui donna l'impression que le « rat des égouts » de la cour se moquait de sa maîtresse adorée. La loyauté de Tosetsu était si absolue qu'elle était incapable de reconnaître la personne même qu'elle voulait protéger, alors que Reirin se tenait juste devant elle. Conformément aux lois de la cour intérieure, Keigetsu allait désormais subir le jugement du lion. Elle serait enfermée dans une cage avec un lion affamé. Si elle survivait, les cieux l'auraient déclarée innocente. Si elle était dévorée, cela prouverait sa culpabilité. En tant que victime, Reirin était censée présider ce jugement. Cependant, la Reirin qui se remettait actuellement au lit avait apparemment déclaré que la vue du sang sale éclaboussant partout serait trop désagréable à supporter. Avant de partir, Tosetsu déposa une pilule empoisonnée dans la cellule. Elle affirma qu'il s'agissait d'un acte de miséricorde offert par Reirin elle-même. Keigetsu devait réfléchir à ses crimes et mettre fin à ses jours avant que la bougie voisine ne se consume entièrement. Dès que Tosetsu disparut, un rire sinistre résonna dans le cachot. La véritable voix de Keigetsu entoura Reirin, lui disant avec jubilation que c'était exactement ce qu'elle méritait. Le cachot de la cour des demoiselles était infesté de rats et d'insectes, et l'on disait que des femmes ordinaires pouvaient y perdre la raison après seulement quelques heures. Keigetsu l'encouragea à avaler le poison avant que l'obscurité et les pas qui approchaient ne finissent par lui faire perdre l'esprit. La flamme de la bougie grandit et prit une brillante couleur rouge. À l'intérieur de cette flamme apparut l'image de Keigetsu. Le clan Shu était connu comme le clan des enfants du feu, mais Keigetsu possédait un don particulièrement puissant. En contrôlant une flamme, elle pouvait y projeter son image, et grâce à une magie interdite, elle était parvenue à échanger son corps avec celui de Reirin. À présent, Reirin était prisonnière du corps de la méchante qui avait tenté de la tuer. Keigetsu affirma n'avoir fait que ce qui était nécessaire pour rendre leur vie plus équitable. Depuis sa naissance, Reirin avait été bénie par le destin, tandis que Keigetsu, elle, n'avait rien reçu. Reirin était la nièce de l'impératrice, la femme la plus puissante de la cour intérieure. Elle bénéficiait de l'affection du prince héritier, et toutes les dames de la cour semblaient l'adorer. Keigetsu avait été placée sous la protection de la noble consort Shu, une femme bienveillante mais dépourvue de toute influence politique. Elle était entourée de dames de cour malveillantes et son apparence n'attirait pas l'attention du prince héritier. Tandis que Reirin était protégée et aimée de tous, Keigetsu avait passé toute sa vie à être méprisée, ignorée et traitée avec dédain. Incapable de supporter cette situation plus longtemps, Keigetsu décida que Reirin devait connaître la véritable souffrance. Elle lança une malédiction sur son propre corps, empêchant Reirin de révéler quoi que ce soit concernant l'échange de leur corps. Elle inventa également l'histoire du journal intime volé, s'assurant ainsi que même les plus fidèles serviteurs de Reirin rejetteraient tout ce qu'elle pourrait dire. Il n'existait désormais aucun moyen pour Reirin de prouver sa véritable identité. Malgré le fait qu'elle ait volé la vie dont elle avait toujours rêvé, Keigetsu trouva encore un motif de mécontentement. Le corps de Reirin était bien trop fragile. Elle pouvait à peine respirer correctement sans être rapidement épuisée. Par réflexe, Reirin lui conseilla de s'allonger et de se reposer. Mais Keigetsu l'interrompit aussitôt. Elle n'avait aucune intention de lui rendre l'appareil. De toute façon, Reirin allait bientôt mourir. Même ceux qui se suicidaient avant le jugement du lion étaient traînés jusqu'au lieu du rituel. La foule lançait des pierres sur leurs cadavres tout en les couvrant de moqueries et d'insultes. Keigetsu voulait que les derniers instants de Reirin soient aussi humiliants et misérables que possible. Après avoir prononcé ces paroles, elle disparut dans la flamme. Reirin n'avait jamais été confrontée à la magie interdite auparavant,
et ignorait même que quelqu'un pouvait l'utiliser. Plus que tout, elle ne comprenait pas ce qu'elle avait bien pu faire pour mériter une haine aussi profonde. Mais lorsqu'elle porta la main à son front, Rayrin remarqua quelque chose d'inattendu. Elle n'avait plus de fièvre. Ses genoux ne tremblaient plus. Ses bras ne s'engourdissaient plus. Sa respiration était régulière. Son pouls était proche de 60 battements par minute. Pour la première fois depuis des années, son corps était parfaitement en bonne santé, et Rayrin en fut folle de joie. Toute sa vie avait été dominée par la maladie. Il lui suffisait de baisser sa garde un seul instant pour être prise de fièvre et perdre connaissance. Au fil des années, Rayrin avait expérimenté différentes herbes médicinales, testé de nombreux mélanges et entraîné son corps afin de pouvoir se rétablir avant que ses symptômes ne deviennent trop graves. Mais le corps de Keigetsu était naturellement bien plus robuste et en meilleure santé que celui de Rayrin ne l'avait jamais été. Peut-être que cet échange de corps n'était finalement pas si terrible. Lorsque les rats sortirent de l'obscurité, Rayrin les salua joyeusement comme de vieux amis. Les rats l'avaient aidée dans bon nombre de ses expériences sur les plantes médicinales, si bien qu'elle se sentait étrangement à l'aise en leur présence. Puis un cloporte traversa le sol. Les yeux de Rayrin s'illuminèrent aussitôt. Elle venait même de trouver un repas pour ses nouveaux compagnons. Keigetsu lui avait ordonné de passer ses dernières heures entourée de rats et terrorisée par les pas de la mort qui approchaient. Mais pour Rayrin, passer du temps avec les rats était de loin la partie la plus facile. Pendant ce temps, Shin-U montait la garde devant la cage du lion. Il pensait en secret qu'une simple exécution aurait été bien plus appropriée que ce jugement du lion. Peu après, le prince héritier Gyomei arriva afin de commencer le rituel. Avant que la prisonnière ne soit amenée devant lui, il demanda si quelqu'un éprouvait suffisamment de compassion pour Keigetsu afin de nourrir le lion et d'apaiser sa faim. La noble consort Gabi refusa d'intervenir. Si Keigetsu était innocente, alors le lion ne la dévorerait pas. Mais si elle avait réellement commis un crime aussi odieux, alors elle n'avait plus aucun lien avec le clan Shu. Cette décision prise, le prince héritier ordonna que Keigetsu soit amené devant eux. Alors que Rayrin s'avançait vers la cage, les dames de la cour murmuraient qu'elle ne tarderait pas à supplier qu'on lui épargne la vie. Elle s'inclina calmement devant Gyomei. Celui-ci l'accusa d'avoir poussé sa précieuse Papillon, la pure Ko-Rayrin, une femme comparable à une jeune fille céleste descendue de la 7e pagode. Personne n'avait assisté au moment précis où Rayrin avait été poussée. Mais au vu de tout ce qui s'était passé avant et après l'incident, la culpabilité de Keigetsu semblait évidente. Rayrin, toujours profondément désemparée, tenta de tout avouer. Une fois encore, elle essaya de révéler sa véritable identité, mais la malédiction l'empêcha de prononcer le moindre mot ayant un sens. Gyomei lui accorda une dernière chance. S'il lui suffisait de baisser la tête et de présenter ses excuses, il remplacerait le jugement du lion par une exécution rapide d'un coup porté droit au cœur. Rayrin s'inclina et le supplia de l'écouter. On disait qu'il serait un futur souverain sage, et surtout, il était son cher cousin. Mais entendre cette appellation familière sortir de la bouche de Keigetsu ne fit qu'attiser sa colère. Gyomei la fit taire en déclarant que, sous le ciel comme sur la terre, une seule personne était autorisée à l'appeler ainsi, Rayrin. Il était persuadé que Keigetsu imitait délibérément sa victime et la traita de méchante sans aucune honte. Prise au dépourvu, Rayrin acquiesça sans même se rendre compte de ce qu'elle semblait admettre. Elle fut alors enfermée dans la cage avec le lion affamé. Pourtant, elle ne semblait pas effrayée. Shin-U lui demanda si elle n'avait vraiment pas peur de mourir. Rayrin répondit qu'elle avait vécu au bord de la mort pendant presque toute son existence. Tant qu'elle n'était pas morte, c'est qu'elle était encore en vie. Tant que le lion ne l'avait pas mordue, c'est qu'elle n'avait pas encore été mordue. Il n'y avait donc aucune raison de gaspiller ses forces à redouter une douleur qui n'était pas encore arrivée. Mais le lion n'attaqua pas. À mesure que les instants passaient, les spectateurs commencèrent à se demander si Keigetsu n'était finalement pas innocente. Après tout, personne ne l'avait vue pousser Rayrin. Agacé, Gyomei ordonna à Shin-U de provoquer l'animal. Shin-U l'avertit qu'intervenir compromettrait l'impartialité du jugement. Mais le prince héritier répéta son ordre. En tant que capitaine des yeux de l'aigle, Shin-U n'avait d'autre choix que d'obéir. Il piqua le lion avec son épée. Fou de rage, le fauve se précipita immédiatement sur Rayrin. Elle parvint à esquiver sa première attaque et tenta de l'apaiser,
Mais le lion se retourna et bondit de nouveau. Cette fois, il semblait impossible d'échapper à l'attaque. Soudain, le lion s'effondra. Il se débattit péniblement, incapable de bouger correctement. Chenu comprit aussitôt qu'il avait été empoisonné. Il exigea de savoir si Reirin en était responsable. Elle répondit qu'il s'agissait d'un regrettable accident. Jusqu'au moment où elle avait quitté le cachot, Reirin jouait avec les rats. L'un d'eux avait accidentellement avalé une partie du poison contenu dans la pilule que Tosezu lui avait donnée. Souhaitant offrir des funérailles convenables à cette pauvre petite créature, Reirin avait caché le rat mort ainsi que le reste du poison dans la manche de son vêtement. Elle ne s'était jamais attendue à ce que le lion, en se jetant sur elle, l'avale d'un seul coup. Elle présenta alors ses plus sincères excuses du fond du cœur. Chinu se tourna alors vers le prince héritier et déclara que le jugement du lion s'était achevé avec succès. La règle était simple. Si le lion dévorait l'accusée, elle était coupable. S'il ne la mangeait pas, elle était innocente. Par conséquent, selon cet ancien rituel, l'innocence de Keigetsu avait été prouvée. Gyomei accepta le verdict à contre-cœur et lui permit de rester à la cour des demoiselles. Cependant, il précisa qu'il ne lui avait toujours pas pardonné d'avoir insulté Reirin. Si Keigetsu se moquait de nouveau d'elle, adoptait un comportement suspect ou tentait de prendre sa place, Gyomei lui trancherait personnellement la tête. À ses yeux, elle demeurait une véritable méchante. Elle devait se comporter comme une personne consciente de son rang inférieur. Incapable de se défendre sans déclencher la malédiction, Reirin accepta calmement son avertissement. « Bien que je sois une méchante maladroite, je me comporterai d'une manière digne de celle que je suis. » Le jugement du lion étant terminé, tout le monde commença à quitter le lieu du rituel. Reirin resta en arrière, s'encourageant silencieusement à se concentrer sur ce qu'elle pouvait encore accomplir. Sa priorité était désormais de trouver un remède pour soigner le lion empoisonné. Avant qu'elle ne puisse partir, Chinu s'approcha d'elle et lui demanda si elle avait toujours été ce genre de personne. Bien entendu, Reirin ne pouvait pas expliquer pourquoi Keigetsu semblait soudainement si différente. À la place, elle lui répondit qu'elle n'était plus la personne qu'elle avait été autrefois. Chinu finit par s'éloigner, mais ses soupçons demeurèrent. Peu après, Riri arriva pour accompagner Keigetsu, désormais reconnue innocente, jusqu'à la cour des demoiselles. Ainsi, Reirin avait survécu à une exécution destinée à la faire disparaître. Mais échapper à la cage du lion n'était que le début. Elle restait prisonnière du corps de la femme la plus détestée de toute la cour intérieure, incapable de révéler sa véritable identité. Pendant ce temps, Keigetsu profitait de la vie, du statut et du prince héritier qui appartenait autrefois à Reirin. Pire encore, Chinu avait déjà remarqué que quelque chose avait complètement changé chez cette prétendue méchante. Désormais, Reirin devait survivre dans une cour remplie d'ennemis, protéger son véritable corps devenu extrêmement fragile et trouver un moyen de révéler la vérité avant que Keigetsu ne détruise tout ce qui lui est cher. Mais, tandis que Reirin commençait à apprécier son nouveau corps, enfin en parfaite santé, une question demeurait. Souhaiterait-elle seulement retrouver son ancienne vie ?